Chers auditeurs, suiveurs du Cercle Aristote, suiveurs des entretiens de la quarantaine, bonjour. Là, nous n'allons pas nous attaquer à la crise elle-même, mais à ce qui est dans l'ombre de la crise, c'est-à-dire certaines choses qu'on vous cache pendant ce temps-là. Ouais. Et nous allons vous parler d'une institution qui vous veut du bien, qui est l'Union européenne. L'Union européenne qui profite que vous enterriez vos morts pour pouvoir vous faire les poches et vous mettre un couteau dans le dos. Et c'est le couteau balkanique dont nous allons parler aujourd'hui avec notre ami Alexis Troud. Alexis, bonjour. Bonjour. Donc, Alexis Troud, balkanologue assez connu de nos amis du Cercle Aristote, vous êtes déjà venu intervenir sur vos sujets de prédilection. Et là, je voudrais qu'on revienne sur ce que l'Union européenne est en train de faire, parce que, à défaut d'avoir porté secours à l'Italie, je rappelle que la solidarité européenne pour l'Italie fut certainement moins impressionnante que celle que des sites comme Pornhub ont eu pour les Italiens. Donc, néanmoins, l'Union européenne, vu que c'est comme ça que se traduit Commonwealth en allemand, a, pendant ce temps-là, négocié dans les Balkans occidentaux. Ouais. Et a ouvert des chapitres de négociation. Cher Alexis, pouvons-nous déjà revenir sur qu'est-ce qu'on appelle les Balkans occidentaux et qu'est-ce que l'Union européenne qu'est-ce que l'Union européenne entend faire de cette région et quel pion y avance-t-elle et aux intérêts de qui? Alors, cher Pierre-Yves, je vous remercie vraiment. Je remercie déjà le Cercle Aristote en ces temps très difficiles de nous donner l'occasion de réfléchir au processus qui est en place actuellement dans les Balkans. Alors, comme vous disiez, il faut d'abord être très clair pour les auditeurs. Les Balkans occidentaux, c'est dans le jargon européiste, ni plus ni moins, ce qui a remplacé la Yougoslavie. Pourquoi? Parce que, rappelons-nous, la Yougoslavie qui était qui était un des pays fondateurs du mouvement des non-alignés dès 1961, qui à l'aube des années 80 avait déjà signé un traité de préadhésion avec la défunte CE, était ce pays qui gênait. Pourquoi? Parce que c'était le pays qui était la plus grande force militaire d'Europe orientale entre le bloc capitaliste et le bloc communiste. C'était ce pays qui avait, en termes de tourisme, par exemple, la troisième capacité hôtelière en Europe, devant l'Italie, dont vous venez de citer. C'était ce pays aussi, rappelons-nous, en 1989, qui avait eu la voiture élue de l'année, la fameuse Zastava. Donc, si vous voulez, c'est ce pays qui était, en fait, ce pays de la troisième force. Rappelons-nous, c'est-à-dire entre le bloc communiste soviétique et le bloc capitaliste libéral. Et c'est pour ça qu'il gênait. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais ça, c'est quelque chose qui maintenant s'est répandu au plan universitaire. Et donc, comme il gênait, eh bien, il y a eu ces guerres des années 90. Donc, les facteurs exogènes ont été plus forts que les facteurs endogènes. Et donc, l'Union européenne, qui apparaît dans les années 90, va se servir sur les décombres de la défunte Yougoslavie, qui était une puissance en tant que telle, pour, rappelons aux auditeurs, l'émietter déjà, donc reprendre finalement ce qu'avaient fait au XIXe siècle les puissances, c'est-à-dire mener une politique de démembrement. Alors on va d'abord enlever la petite Slovénie, 2 millions d'habitants, qu'on va s'empresser de reconnaître l'indépendance, puis la Croatie, en gardant toute la côte dalmate, parce qu'il fallait faire plaisir à une certaine diaspora croate, et puis ainsi de suite, jusqu'à la question du Kosovo en 99. Donc les Balkans occidentaux sont cet émiettement de petits États que l'Union européenne s'est fait forte de reprendre, puisque selon un adage divisé pour mieux régner, eh bien c'était plus facile de prendre des petits États. Et donc c'est sur les décombres de l'ex-Yougoslavie que l'Union européenne a pu appuyer ce processus de division
et créer les Balkans occidentaux. Donc c'est une véritable création des Balkans occidentaux. En fait, ça n'existe pas. C'est une création de l'Union européenne sur un espace, vous l'avez compris, qui est un véritable laboratoire depuis les années 90 de ce que peut faire le plus mauvais l'Union européenne, c'est-à-dire prendre en compte des États pour les dépecer. Et donc, deuxième point, dans ce que vous m'avez dit, Pierre-Yves, c'est un processus en fait d'intégration qui a commencé, alors on ne va pas rentrer dans les détails techniques du jargon européiste, mais qui a commencé à la fin des années 90 avec le processus de Salonique, la conférence de Salonique, où on a créé le concept à l'époque de pays politique européenne de voisinage, et on a proposé à ces pays, donc placés entre la Slovénie et la Macédoine, donc je rappelle aux auditeurs, hein, Slovénie, Croatie, Serbie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine et Macédoine, donc proposer à ces 6 pays qui étaient indépendants, eh bien, un processus très long d'intégration européenne. Pour aller très vite, je vais essayer de résumer. Pour le moment, la Slovénie et la Croatie font partie intégrante de l'Union européenne. Depuis 2004, pour la Slovénie, ça se passe plutôt bien, mais par contre, plutôt bien parce que justement, la Slovénie a récupéré dès 1991, bien avant que l'Union européenne pense elle, tout le potentiel industriel de l'ancienne Yougoslavie, hein, la marque Gorenje par exemple, ou les marques Elan. Bon. Mais après, vous allez par exemple en Croatie, les Croates qui font partie de l'Union européenne depuis seulement 2013, tous les sondages depuis plus de 2 ans montrent une forte désaffection vis-à-vis de l'Union européenne. Et oui, parce que les Croates qui pensaient voir dans l'Union européenne un mât de cocagne, c'est-à-dire on rentre dans un espace riche et eh bien on va en obtenir des salaires mirobolants, n'ont pas vu que pour avoir ces salaires mirobolants, il fallait en échange eh bien payer beaucoup d'impôts, ce qui n'existait pas dans l'ex-Yougoslavie. Donc voilà pour la Slovénie et la Croatie. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de pays, c'est les pays centraux de cette ex-Yougoslavie, c'est-à-dire la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Macédoine, qui, elles, ont signé dès 2004 ce qu'on appelle des accords d'adhésion, avec donc la Serbie et la Macédoine, mais la Serbie comme la Macédoine vont devoir attendre encore longtemps, puisque Oliver Rehn, à l'époque, et puis encore au mois de décembre, le commissaire européen à l'élargissement, a promis aux Serbes et aux Macédoniens de rentrer en Union européenne seulement en 2028, seulement en 2028. Et ce qui est assez saisissant quand on sait ce que, par exemple, le gouvernement serbe a dû délester comme pouvoir à l'Union européenne. Et ce qui est assez saisissant, quand on sait que dans ce processus, le dernier article, l'article 35, dit ni plus ni moins à la Serbie de perdre une de ses provinces, la province du Kosovo-Metochi, pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne. Donc, c'est pas encore une partie gagnée d'avance. Et enfin, dernière catégorie, c'est la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie et le Kosovo. Eh bien, le Kosovo, qui est un pseudo-État, en tout cas un État, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais un État qui a été reconnu par une partie des pays européens, mais pas par tous. Le Kosovo, l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine, elles, pour lesquelles les négociations sont bloquées et l'adhésion renvoyée encore au calendrier grec. Donc voilà où on en est aujourd'hui sur ce processus d'adhésion et ce que sont les Balkans occidentaux. À titre personnel, j'ai assisté au Parlement européen à l'humiliation par les diplomates allemands, il faut être très clair. Et si ce n'était pas les Allemands, c'était leur créature, donc tout ce que j'appelle la deuxième division, donc flamands, autrichiens, etc. Sur justement la question de l'entité ou de la narco-entité kosovare. Mais bon, on va pas se mentir, derrière l'Union européenne, c'est Berlin. Que veut l'Allemagne de ces régions? Pourquoi l'Allemagne a un tel
a une telle obsession pour les Balkans? Je rappelle qu'elle a été l'une des grandes inspiratrices de la catastrophe qu'est la création du Kosovo. Mais oui. Alors, si son obsession s'explique très bien, c'est le désir de revanche. Rappelons surtout aux plus jeunes auditeurs que quand même la Serbie et les Serbes ont versé de leur sang un prix énorme pour la victoire de 1918. 28% de la population totale et les 2/3 de l'armée serbe ont péri. C'est-à-dire que la nation serbe a failli périr. Elle a gagné, certes, à la fin de la Première Guerre, mais elle a failli périr elle a donc donné un énorme sacrifice pour la victoire. Cette victoire, elle s'est faite comment? Par 2 victoires, mais retentissantes, qu'on enseigne encore dans les principales écoles de guerre de par le monde. C'est la victoire de la Kolubara en 1914 et la victoire du Tser. La victoire de la Kolubara, c'est, imaginez-vous bien, les Serbes sont à 1 contre 8. En face d'eux, ils ont l'armée austro-hongroise, donc 8 fois plus importante en nombre. Les Allemands avancent jusqu'à Belgrade. Le général Živojin Mišić donne l'ordre de recul total, contrairement à ce que voulait le roi de Serbie à l'époque. Tout le monde pense que la Serbie va s'effondrer. En fait, non. La contre-attaque est foudroyante, ramène les armées austro-hongroises jusqu'aux hauteurs de la Bosnie-Herzégovine et les renvoie dans leur base militaire qu'ils avaient au début de la guerre. Donc ça, c'est la première victoire, la première grande claque finalement contre les Austro-Hongrois. Un an plus tard, la bataille du Tser, où là, vous avez l'armée austro-hongroise et l'armée allemande qui à nouveau battu par qui? Par des civils. C'est-à-dire qu'à Belgrade, les enfants, les vieillards, les femmes prennent les armes contre l'armée allemande. Et donc, l'armée allemande est tellement furieuse, et c'est mon collègue Michel Audouin-Rousseau qui le dit dans un très beau livre, que l'armée allemande donne carte blanche pour que dans ce reflux, eh bien, les villages serbes de Bosnie-Herzégovine soient littéralement nettoyés. Ça veut dire quoi? Nettoyage ethnique, où les soldats de l'armée allemande se sont donnés à cœur main, ont massacré des villages entiers. Donc déjà, cette haine de l'allemand contre le slave et cette défaite. Or, en 1940, rebelote. Les Allemands en ex-Yougoslavie vont occuper une grande partie de l'ex-Yougoslavie, vont choisir le mauvais pion. Ils vont choisir d'un côté de soutenir l'État fasciste croate, qui en Bosnie est coupable quand même d'avoir créé un des plus grands camps dont on parle très peu, mais qui est le camp de Jasenovac, où au Bamo, 300 000 personnes sont mortes dans des conditions horribles. Quand j'ai lu les archives du deuxième bureau de l'armée française, où le plénipotentiaire français en Bosnie dit aux Allemands, mais vous pouvez pas aller aussi loin, c'est une catastrophe qui est en train de se faire. Les Allemands qui finissent en 1943 par ne plus soutenir le gouvernement croate. Pourquoi? Mais parce que le gouvernement croate, dans ce camp, a tué parfois à coups de pioche ces 300 000 Serbes, Roms, Juifs. C'est le seul camp de la Seconde Guerre mondiale où il y a eu des enfants, plus de 30 000 enfants ont été massacrés. Or, ça ne fait qu'amener une résistance de la part des Serbes, une résistance qui va permettre de gagner la guerre contre l'Allemagne. Or, le deuxième pion mal choisi par l'Allemagne SS, c'est les fameux Balikom-Betar. Les Balikom-Betar, c'est des divisions SS qui sont albanaises et qui vont terroriser le Kosovo Metochi et une partie de la Bosnie jusqu'en 1944, mais qui, elles aussi, vont être battues à plat de couture en 1945 par l'armée serbe du général Mihailović et par l'armée yougoslave de Tito. Et donc, si vous voulez, Pierre-Yves, c'est ça que les Allemands actuellement veulent faire payer. C'est la revanche historique. Quand on va au Kosovo, déjà quand on voit les cartes du Kosovo Metochi, c'est saisissant. Les Allemands ont repris les positions exactement celles qu'ils avaient perdues en 1944. Et moi, quand j'ai amené 2 députés du Parlement européen en 2007,
La veille, par exemple, il y avait eu des attentats meurtriers à Mitrovica, mais la police allemande m'a donné une amende parce que je portais pas ma ceinture de sécurité. Bon, vous voyez, c'est-à-dire ce désir de revanche encore 70 ans plus tard. Alors, dernier point, les Allemands... Ils étaient physiquement présents là-bas. Ils sont physiquement présents. Le Kosovo, c'est la première opération de la Bundeswehr de l'ère post-Union soviétique. D'ailleurs, qui a créé un débat très important au Parlement allemand dans les années 90. Et ces soldats allemands sont encore sur place. Sur place au Kosovo Nitoshi. Et pour donner un dernier détail, si vous voulez, les Allemands répètent la même erreur. Ils soutiennent toujours ils jouent la mauvaise carte. Par exemple, actuellement au Kosovo Nitoshi, ils soutiennent la DNB allemande soutient Ramush Haradinaj, qui a été jusqu'à l'an dernier le Premier ministre, et qui a littéralement du sang sur les mains, et qui va être jugé par les cours européennes. Donc, l'Allemagne se fourvoie encore une nouvelle fois dans les Balkans. Oui, disons que il y a chez eux un grand comique de répétition. Mais aujourd'hui, je prends l'exemple de la Croatie. J'avais été très marqué par quelqu'un qui avait voulu me rencontrer, qui est le chef des souverainistes croates, ouais. Qui entend que son pays quitte l'Union européenne, qui est un homme qui est traumatisé par les guerres des Balkans, qui est un homme adorable. Par contre, je peux dire que j'ai rarement eu discussion plus triste. Il m'avait dit une chose, j'espère d'ailleurs à un moment faire traduire son ouvrage sur la sortie de l'Europe, mais bon, il l'a écrit dans sa langue, donc bon, compliqué. Ah oui. Il me dit, vous savez, il y aura toujours des Français, mais on ne sait pas qui seront ces Français. Ça, c'est à vous, ça vous appartient. Mais nous sommes un petit pays. Quand la richesse de la Croatie, c'est nos îles. Et il y a 200 000 personnes dans nos îles. Quand l'Allemagne voudra les peupler de migrants, elle pourra le faire. Et sur 3 chaînes de télévision en Croatie, 2 sont contrôlées depuis Berlin. Ouais. Donc, si vous voulez, il a été traumatisé par les guerres balkaniques. Il dit qu'on soit arrivé à nous jeter contre les Serbes une nouvelle fois pour notre plus grand malheur, mais je le pense sincère là-dedans. Oui. Mais que veut faire Berlin de ces régions? Alors, à part, si on met de côté le Kosovo, parce que le Kosovo, c'est un narco-État, on sait à quoi ça sert. Bon, la plus grande base américaine, je parle sous votre contrôle, à l'extérieur du territoire américain. Exactement. Donc, c'est un narco-État, ça c'est un constat. Alors, vous me direz, pour pas diaboliser les Albanais, ils sont pas les seuls à faire ça. On est d'accord, vous et moi, que le Monténégro est pas un État extraordinaire du point de vue des trafics illégaux. Alors, on va y venir, oui. Voilà, donc, mais que veut faire Berlin de tout ça? Et 2, quels sont les risques sécuritaires que ces États posent pose à la sécurité des Européens? À titre personnel, le concept m'intéresse peu, mais des Italiens, des Français, enfin voilà, qu'est-ce qu'on risque? Et qu'est-ce que ça pourrait rapporter? À mon avis, pas grand-chose, mais peut-être me surprendre. Alors, non, mais alors, par rapport à ce que disait ce souverainiste croate, moi je suis entièrement d'accord. C'est pas seulement en Croatie, partout en ex-Yougoslavie, la presse, par exemple, actuellement, est fortement contrôlée soit par des groupes, alors pour la télé, l'audiovisuel, des groupes américains. C'est les ersatz, en fait, de CNN, oui, tout à fait. N1, soit la presse, alors qui est plus libre d'un côté, où on peut donner en pâture à l'opinion publique le moindre salaire d'un député, son train de vie, ce qui est plus libre qu'ici, mais plus libre que la presse française, très cher, c'est pas non plus. Oui, c'est pas difficile, mais qui est tenu par l'Allemagne.
ce qu'on appelle notamment en ex-Yougoslavie la presse jaune. Hein, il y a beaucoup plus de titres quotidiens, très lus, mais bon, un peu de bas étage, avec beaucoup d'informations, mais en tout cas, le problème qui est tenu par des groupes allemands ou autrichiens. Donc c'est vrai que là, l'Allemagne a une influence forte. Maintenant, sur la question des migrants, en fait, ce qu'a fait Angela Merkel en 2015, elle a amorcé un mouvement qu'on voit très bien se dessiner. Alors nos amis grecs ont pu stopper la dernière vague de migration illégale il y a 2 mois, mais en fait le plan est très clair. En Serbie, par exemple, la secrétaire d'État à l'industrie a dit il y a 6 mois, alors ça a créé beaucoup d'émotions en Serbie, mais qu'en Serbie, vu le nombre d'émigrés, ce qu'on appelle les gastarbeiters, c'est-à-dire des émigrés, de travailleurs venus dans tous nos pays européens, donc en France, en Allemagne, en Suisse, dans les années 70 et 80, eh bien des régions entières étaient vides. Et donc, ça serait bien d'y implanter des migrants venus de Syrie, d'Afghanistan ou autres. Donc on voit bien que le plan est effectivement d'implanter sur ces territoires, et là les Balkans sont un territoire formidable pour ça, puisque avec des États qui sont plutôt affaiblis, sous influence étrangère, eh bien, et puis des espaces qui sont libres, on va pouvoir implanter des villes entières de migrants. C'est déjà le cas, Pierre-Yves, c'est déjà le cas, puisque il y a en Bosnie notamment de véritables villes créées pour les réfugiés, avec des fonds donnés notamment par, alors là c'est pas l'Union européenne, mais c'est l'ONU. Et donc des villes de plusieurs milliers de personnes créées pour ces réfugiés. Donc tout est prêt, si vous voulez, pour qu'il y ait transplantation en Europe, parce qu'on est en Europe, de populations qui viennent du Moyen-Orient. Or, si ces gens-là étaient là pour travailler, ben pourquoi pas, mais le problème c'est que parallèlement à ça, il y a un risque, c'est celui de l'islamisme, qui est très important, puisqu'à côté de ça, il y a de véritables émirats, notamment en Bosnie et au sud de la Serbie. Ces émirats qui sont de véritables villes avec des camps d'entraînement pour djihadistes qui sont dans le nord-est de la Bosnie et dans le sud de la Serbie, ce qu'on appelle le Sandjak. Et donc, dans un livre que je vais faire paraître aux éditions Linderper bientôt, j'ai démontré que une partie, par exemple, de nos attentats qui nous ont fait beaucoup de mal en 2015, eh bien, une partie des fameux combattants djihadistes étaient passés par les Balkans. Par exemple, l'attentat un des premiers attentats qui nous a frappé de plein fouet, qui était celui du stade de Saint-Denis, 2 des 3 types qui se sont fait exploser, eh bien, venaient du Kosovo. L'attentat de Nice, toutes les armes venaient de la filière albanaise, étaient venues donc des Balkans. Donc, c'est ça la question. Et puis, dernièrement, on verra, on fera des enquêtes, on demandera à Xavier Hofer peut-être ou à d'autres, mais je pense qu'on le prouvera. Mais ce qui est en train de nous arriver, moi j'habite à Asnières-sur-Seine et je peux vous dire que toute la semaine dernière, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai entendu toute la nuit des tirs de mortier qui arrivaient jusqu'à Asnières, donc l'écho vient de Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers. Eh bien, les policiers ont été surpris de voir en face des gens qui avaient des armes, des tirs de mortier. Or, ces tirs de mortier viennent des Balkans. Donc, le risque est quand même important. Le risque est quand même important de voir se développer une instabilité qui provient des Balkans. Mais si on fait l'appel des troupes, nous avons la Macédoine du Nord qui a été un véritable gag, parce que bon, c'est un pays qui a dû faire l'objet d'une réclamation en droit d'auteur pour son propre nom. Ouais. Alors, donc si vous voulez, c'est loufoque. Nous avons la Croatie qui est un État qui a été en partie qui a été un État traumatisé par l'impérium occidental, vu qu'ils ont été exsanguinés par le fait d'être les jouets
de l'axe occidental pendant la dissolution de la Yougoslavie. Ah oui. Et en plus, l'Union européenne ne leur a rien apporté, bien au contraire. Le Monténégro... Alors ouais. Le Monténégro, il y a une réputation du Monténégro. Comme alors de l'Albanie, c'est très ancien, mais il y a une réputation du Monténégro comme, disons, d'un État qui, disons, abrite plusieurs groupes criminels. Vous le confirmez ? Alors, non, bien sûr, mais malheureusement, il y a des groupes criminels partout dans ces pays. Mais alors, pour commencer, si vous voulez, par le Monténégro, moi je veux bien, parce que c'est le plus étonnant. Même les scénarios les plus pessimistes ont été dépassés. En termes, par exemple, d'identité, vous parlez de la Croatie, bon. Vous prenez juste la question de la langue. Historiquement, tous ces peuples-là parlent la même langue, qui est le serbo-croate. Qui au début, alors on n'a pas le temps, mais au début du XXe siècle, qui devient un instrument politique, puisque en Croatie, certains vont essayer de séparer la langue croate de la langue serbe. Et c'est ce qui a créé la fraction entre Serbes et Croates lors de la Seconde Guerre. Or, qu'est-ce que font les gouvernants croates dans les années 90 ? Ils vont donner l'ordre à des linguistes de créer des synonymes croates pour se détacher de la langue serbe. Or, c'est exactement ce que fait le gouvernement de Milo Đukanović, qui, je répète, est le gouvernement autoritaire le plus ancien en Europe, puisqu'il est au pouvoir depuis 37 ans. Milo Đukanović est un ancien apparatchik du Parti communiste, qui était proche de Milošević, et quand il a senti le vent tourner, qui a pris la voie libérale, qui s'est mis sous le parapluie américain, ils sont rentrés en OTAN en 2017, et en perdant l'allié russe, on en parlera peut-être après. Mais en tout cas, Milo Đukanović, il a fait la même chose. Il a donné l'ordre, il y a 3 ans, à des linguistes de créer une langue différente, alors que tous les Monténégrins parlent serbe, historiquement c'est la langue serbe, et de créer une église orthodoxe différente. Et donc ça donne quoi ? Mais depuis 2 mois, personne ne le dit en Europe de l'Ouest, pas un mot dans les médias, à part quelques députés au Parlement européen, mais dans les médias, rien. Vous avez un tiers à la moitié de la population qui se sent d'identité serbe, tout simplement, parce que pour eux, la question ne se pose même pas. C'est comme si on demandait à un Auvergnat s'il est français ou pas. Et donc, qui manifestent pour s'opposer à une décision inique du gouvernement de Đukanović, une décision du mois de décembre, qui est d'interdire à l'église serbe la propriété des terrains et même la dénomination d'église orthodoxe serbe. Vous voyez un peu. Et donc, si vous voulez, vous avez des dirigeants comme Đukanović qui sont d'anciens apparatchiks et en tant qu'anciens apparatchiks qui ont toujours les mêmes réflexes, c'est-à-dire essayer de diviser pour mieux régner. Donc là, au Monténégro, crée une division linguistique complètement surréaliste et surtout, ce qui est suicidaire, créer une deuxième église orthodoxe au sein du même État. Donc voilà où on est le Monténégro. Sauf que Đukanović n'a pas compris que finalement, qu'est-ce qui lui reste comme pouvoir ? Parce qu'il a fait un calcul en fait très simple dès les années 2000, c'est de s'appuyer sur les minorités musulmanes. Au Monténégro, les minorités musulmanes, ce sont les Albanais et les Bosniaques. Pour le moment, ça marche parce qu'ils ont à peu près Albanais plus Bosniaques plus Monténégrins, ceux qui déclarent d'identité monténégrine, un peu plus de 52% de la population. Sauf que ils sont entourés de pays, eux, qui ne reconnaissent pas cette identité monténégrine. Les Albanais d'Albanie, les Albanais du Kosovo et la Serbie. Et donc, à terme, ça risque de créer encore plus de déflagration. Donc voilà pour le Monténégro. Le Monténégro qui est un État qui est en train de subir pratiquement la même démembrement intérieur que la Macédoine du Nord dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que j'ai le temps de parler de la Macédoine du Nord ? Allez-y. Alors la Macédoine du Nord, c'est quand même pour la question qui nous anime aujourd'hui, ce qu'a fait l'Union européenne en Macédoine du Nord est, proprement parlé, complètement destructeur. Pourquoi ? La Macédoine du Nord
Alors, la question du nom. C'est l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Pourquoi l'ancienne République macédonienne de yougoslave? Puisque les Grecs, comme les Bulgares, réclament eux aussi cette identité macédonienne, pour des raisons historiques. Tant que la Grèce refusait que l'ancienne République de Macédoine porte le nom de Macédoine, l'Union européenne ne pouvait rien. En 2019, il y a un accord qu'on appelle les accords de Prespa, en juin 2019, qui permettent au gouvernement de cette ancienne République de Macédoine eh bien, d'obtenir un nouveau nom, qui est celui de Macédoine du Nord. Ce à quoi plus de la moitié de la population s'oppose, et qui se fait au prix d'un changement de la Constitution. Donc l'Union européenne, si vous voulez, a imposé à ce gouvernement, contrairement, donc sans vote de la population, et contrairement à ce que tous les sondages donnaient, c'est-à-dire une majorité de la population qui était contre, et par un changement de constitution, un nouveau nom, qui est un nom qui est complètement aberrant, puisque Macédoine du Nord, à ce moment-là, ça voudrait dire que les Grecs sont aussi macédoniens. Mais ce qui est encore pire que ça, et tout le monde l'a oublié, et c'est passé vraiment très vite dans les médias, c'est que ça s'est fait au bout de 6 mois de manifestations de rue d'un certain Zoran Zaev, qui est au pouvoir maintenant, qui est à la tête du Parti social-démocrate, où dans ces manifestations, vous aviez l'idée de multiethnicité, c'est-à-dire on va faire un gouvernement avec la minorité albanaise, mais soutenu par qui? Par toute une pléiade de dirigeants européens qui vont chaque semaine s'inviter à Skopje, la capitale de Macédoine, et soutenir clairement Zoran Zaev, qui est un homme qui n'est pas élu. Et donc au bout de 6 mois de manifestations de rue, alors qu'il n'est pas élu, eh bien Zoran Zaev qui arrive à la tête du pouvoir au détriment de monsieur Gruevski qui lui avait été élu. Et donc on a un véritable coup d'État qui s'est fait en 2019, antidémocratique, au nom de la multiethnicité et vraiment, clairement revendiqué par l'Union européenne. Et donc c'est seulement après ce coup d'État démocratique que l'Union européenne a pu imposer le changement de nom. Or, pour terminer, ce qui est complètement incroyable, c'est que le gouvernement macédonien avait pourtant donné des droits que je qualifierais les plus élevés finalement d'autonomie pour la minorité albanaise. Les Albanais sont au moins de 1/4 à 1/3 de la population de Macédoine et graduellement, depuis 2003, avaient obtenu le poste de Premier ministre, les ministères d'autorité. Ils avaient obtenu aussi le droit d'avoir à la fois dans la Constitution et sur 1/3 du territoire la langue albanaise comme langue nationale, et puis toute une pléiade de droits économiques. Et donc, des droits beaucoup plus élevés que des minorités dans n'importe quel pays d'Europe de l'Ouest. Mais malgré ça, l'Union européenne a poussé à la roue et a obtenu finalement d'avoir un gouvernement à sa botte avec un nom qu'elle a changé. Mais là aussi, comme ce que l'on disait sur l'Allemagne tout à l'heure, est-ce que l'Union européenne va obtenir quelque chose de ça? J'en suis pas sûr, parce que ce n'est pas ça qui va régler le problème, l'opposition entre la Grèce et la Macédoine du Nord. Ce n'est pas ça qui va empêcher la Bulgarie de lorgner encore sur la Macédoine du Nord. Donc ce n'est pas ça qui a réglé, ce n'est pas cette politique complètement arbitraire de l'Union européenne qui a réglé la situation de la Macédoine du Nord. Donc les Balkans restent un guêpier et l'Union européenne nous y remet. Merci bien, quoi, comme conclusion. Exactement. Exactement. Voilà. Mais si vous voulez, ce qu'il faut que nos auditeurs comprennent, c'est que, en fait, depuis, vous l'avez compris, 91, la fin du début des guerres yougoslaves, en passant par le processus d'intégration européenne jusqu'à ces événements dont on vient de parler, l'Union européenne, contrairement à la soupe qu'on nous sert depuis des années, n'est pas un facteur de paix. L'Union européenne, dans les Balkans, est un facteur de guerre. Je vous donne un exemple, un pays dont on a peu parlé, c'est la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine est un pays qui est sous
perfusion et sous contrôle international. Pourquoi ? Parce que vous avez, malgré, localement, 2 États fédéraux, plus 13 cantons, etc., mais en fait, un pays qui est entièrement sous contrôle international. Sur place, vous avez des forces de l'OTAN, qu'on appelle la force de stabilisation de l'OTAN, qui ont laissé la place dans les années 2000 aux forces de l'Union européenne. Et oui, il y a des soldats, il y a une armée européenne. Et là, je peux vous dire qu'elle agit. Et donc, les forces de l'Union européenne en Bosnie, vont encore au petit matin, comme aux pires heures de la Seconde Guerre mondiale, chercher maintenant des gens qui ont 70 ou 80 ans, donc des gens présumés coupables des guerres des années 90. Comme par hasard, c'est très souvent des Serbes. Alors, l'Union européenne, on le disait, est aussi un facteur vraiment d'instabilité dans les Balkans, et toujours cette question de la Bosnie, où l'Union européenne, dès la fin des années 90, a nommé, ce qui n'a jamais été dit dans nos médias officiels, mais qui a nommé un haut représentant, que j'appellerais moi un Gauleiter. Et comme un Gauleiter, ce haut représentant a tous les droits. Tous les droits, le droit de nommer ou destituer un ministre, le droit de frapper la monnaie, d'ailleurs qui s'appelle le mark, le mark convertible, ça veut tout dire, et le droit de, lorsqu'un homme politique lui déplaît, de bloquer ses avoirs financiers. Et donc, si vous voulez, l'Union européenne, contrairement à l'idée répandue, n'est pas du tout un facteur de paix, mais l'Union européenne, qui, on l'a vu, a une puissance militaire, le fort sur place, qui a contrôle sur la monnaie et sur les institutions de la Bosnie, n'arrive pas, malgré ça, à empêcher des djihadistes, des camps djihadistes dont on parlait tout à l'heure, se répandre sur le territoire bosniaque. Et, on l'a vu tout à l'heure, l'Union européenne en Bosnie, malgré sa présence très importante, ou peut-être à cause de sa présence importante, prépare des villes entières pour y accueillir des migrants. Donc, l'Union européenne joue dans les Balkans, là aussi, prend sa revanche sur cette Yougoslavie qui, dans les années 80, était encore une puissance importante, et se sert finalement en Bosnie, en Macédoine, en Serbie et en Croatie des Balkans occidentaux, donc de l'ex-Yougoslavie, comme d'un laboratoire finalement. Justement, l'avenir des Balkans occidentaux, et ça me fait, de ces pays, ça me fait un peu de peine à titre personnel, vu que ça voudrait dire de s'éloigner encore de nos frères serbes. Mais est-ce que l'avenir de ces pays n'est pas du côté juste d'autres puissances ? Alors, est-ce que Moscou ou Pékin n'ont pas plus d'importance aujourd'hui pour ces pays que de devenir des réservoirs à migrants refusés de Berlin ou des dépotoirs de la dégénérescence européenne? Quand je disais ça dès le début des années 2010, à l'école des hautes études, par exemple, tout le monde criait des cris d'orfraie, et les plus grands spécialistes disaient mais non, regardez, l'Union européenne déverse tant d'argent, alors les chiffres je les ai pas en tête, mais les 2/3 du commerce de ces pays-là se fait avec l'Union européenne, il n'y a aucune chance. Ils n'avaient pas du tout compris. Ils n'avaient pas du tout compris plusieurs choses. Première chose, c'est que la Chine, déjà dans les années 2000, dans sa politique d'entrisme dans l'Union européenne, a très bien compris que des pays comme la Serbie peuvent être le cheval de Troie de leur entrée dans l'Union européenne. La Chine, bien avant d'avoir racheté le port de Gênes en Italie, le port d'Athènes, du Pirée en Grèce, avait tout misé sur la Serbie. En Serbie, le niveau des investissements, et c'est pas moi qui le dis, c'est hier dans un de ces derniers articles, Xavier Richet, éminent économiste, montre que plus de 3000 milliards de dollars ont été investis pour un pays, la Serbie, qui ne fait que 8 millions d'habitants. Donc, c'est vous dire à quel point la Chine compte sur la Serbie pour mettre pied en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 3 000 milliards ? C'est tout le secteur des transports. Alors, soit dit en passant,
la Chine se rappelle que les bombes qui sont tombées sur Belgrade, les bombes de l'OTAN, qui avaient tué plusieurs diplomates chinois, les Chinois s'en souviennent. Et c'est pour ça que la Chine a reconstruit très rapidement non seulement l'ambassade, mais 3 ponts qui enjambent le Danube à Belgrade et le métro de Belgrade. Le métro qui pendant des années sur lequel lorgnaient les principales entreprises françaises, mais le gouvernement serbe a préféré la Chine. Donc la Chine, non seulement le secteur des transports, mais aussi le secteur énergétique. La Chine a ces dernières années investi énormément dans les mines de fer et de charbon, dans l'industrie serbe. Donc voilà le rôle de la Chine actuellement. Et dans le coronavirus, la Chine, et pourquoi, et là j'en veux à nos amis souverainistes, contrairement à nos gouvernants qui étaient dès le début dans une situation d'attente, si ce n'est plus, ça c'est d'autres de le dire, eh bien le gouvernement serbe, lui, a été dès le départ en position de combat, à fermer les frontières, à les fameux clusters, à amener les gens dans les hôpitaux. Et la Chine, qu'est-ce qu'elle a fait? Le gouvernement serbe attendait une aide de l'Union européenne. L'Union européenne lui a fermé la porte. Et la Chine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a senti le coup politique qu'elle pouvait jouer. La Chine a envoyé à ce jour plus de 4 avions cargo remplis d'aide médicale, et notamment avec des médecins qui ont permis à la Serbie de s'en sortir. Et les Serbes, eh bien, grâce à l'aide de la Chine, vont pouvoir ouvrir leur café la semaine prochaine, ce qui nous reste encore du domaine de l'improbable. Donc la Chine a misé énormément sur la Serbie, mais aussi sur tous les pays aux alentours. La Macédoine, plus d'1 milliard qui ont été investis, au Monténégro. Bon. Derrière la Chine, c'est la Russie. La Russie qui a été jetée par le fameux Milo Djukanovic du Monténégro, proprement, il y a 3 ans. La Russie qui avait énormément investi sur le littoral monténégrin, dans de nombreux hôtels, mais qui avait investi aussi dans le domaine énergétique, eh bien, sous la pression des États-Unis, le gouvernant autoritaire, autocratique du Monténégro a préféré jouer l'alliance avec les États-Unis, et ce qui l'a amené à rentrer dans l'OTAN. Donc, le Monténégro n'est plus sous influence russe, mais par contre la Russie, qui a une très grande influence sur les autres pays, en Macédoine du Nord, en Bosnie-Herzégovine et en Serbie. Par exemple, dans le domaine militaire, il y a énormément de contrats signés en Serbie et en Bosnie. Et dans le domaine surtout des transports, c'est la Russie actuellement qui est en train de concurrencer l'Union européenne, qui est en train de faire à très grande vitesse la ligne de chemin de fer qui mène de Belgrade à la côte, et donc est en train de moderniser cette ligne ferroviaire de plus de 500 km. Mais au nord, entre Belgrade et l'Union européenne, c'est-à-dire entre Belgrade et Budapest, qui est en train de créer le fameux train rapide. Le président Vučić, il y a un peu moins d'une semaine, a énormément félicité les entreprises russes qui permettront aux Serbes de connaître les joies du train rapide, ce qu'ils ne connaissent pas encore, hein, avec le même argument qui était le nôtre sous les années Mitterrand, c'est-à-dire ce n'est plus à peine, dans quelques années, il ne sera plus à peine de prendre l'avion, puisque en 4 heures, du centre de Belgrade au centre de Budapest, vous serez bon. Mais en tout cas, c'est une concurrence directe au projet européen, un des projets européens qui était de relier, rappelez-vous, Paris, Budapest, Belgrade, en passant par l'Italie, projet qui est maintenant rejeté là aussi aux calendes grecques. Donc la Russie, la Chine, et derrière ce profil de nouveaux États. Et c'est là où nous, Européens occidentaux, devons faire attention. Ces nouveaux États, c'est par exemple la Turquie. La Turquie qui mène une très belle politique néo-ottomane, c'est-à-dire qui retrouve une influence très forte. Alors là, je ne vais pas l'égrener selon les pays, mais en tout cas, ces dernières années, la politique néo-ottomane en ex-Yougoslavie, c'est des contrats militaires, avec la Serbie notamment. C'est une présence militaire au Kosovo, et d'ailleurs, ils se font fort d'être les parangons de la vertu musulmane, puisqu'ils se veulent les seuls bons musulmans.
et même une politique culturelle, création d'écoles et création de centres culturels turcs un peu partout dans les Balkans. Donc la Turquie qui revient très rapidement dans le jeu balkanique, donc dans le jeu européen. Et derrière, ce qui peut paraître étonnant, les mêmes acteurs qui sont déjà en France depuis longtemps, mais qui apparaissent dans les Balkans, ce sont les Émiratis, les pays du Golfe, les Émirats qui ont racheté un quart du foncier à Belgrade, notamment le secteur de la gare centrale qui est aux mains des Émiratis, ce qui fait craindre aux Serbes une perte de souveraineté. Mais pire que ça, les Émiratis qui ont imposé à la fois leur projet immobilier, vous avez donc en Bosnie, à Sarajevo, dans la banlieue de Sarajevo, vous avez des villes entières qui sont en train de se faire, qui seront des sortes de villes touristiques pour Arabes riches ou classe moyenne, qui viendront goûter au goût de l'Europe, mais en étant chez eux finalement, comme ils le disent, c'est-à-dire avec leur mosquée, leurs règles de vie. Et ce qui est encore pire, qui ont imposé un certain mode de vie dans Sarajevo, la capitale de la Bosnie, ce qui est vraiment terrible, parce que Sarajevo, c'était, si vous voulez, l'exemple même de l'Yougoslavie. À Sarajevo vivaient Serbes, musulmans et Croates en très bonne coexistence. C'est à Sarajevo qu'étaient nés les plus grands écrivains dits yougoslaves, et puis surtout cette âme yougoslave avec les grands groupes de rock yougoslaves. Or, même les musulmans ne s'y reconnaissent plus, les musulmans bosniaques, puisque maintenant, dans beaucoup d'hôtels et de restaurants, ces menus sont écrits en arabe, donc langue qu'ils ne savent pas lire, que la charia est imposée dans certains hôtels, et que, tenez-vous bien, ce qui est complètement incroyable, le Novotel de Sarajevo est un Novotel halal, ça veut dire pas une goutte d'alcool, une piscine pour femmes, une piscine pour hommes, alors que ça fait partie d'un groupe français, ce qui en dit long. Donc, si vous voulez, l'emprise culturelle et économique des Émirats est aussi très forte maintenant dans cette région. Juste, faisons une légère incise avant de conclure. Parce que il faut pas pécher par un essentialisme culturel trop prononcé. L'islam balkanique n'a pas toujours été ça. Non, alors justement, les musulmans bosniaques sont horrifiés par ce changement. Alors, ce changement, qui l'a commencé? Alors, j'espère qu'on a encore un peu de temps, mais c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a utilisé les guerres yougoslaves pour se présenter comme le grand pourvoyeur d'aide financière. Or, cette aide financière, elle a permis quoi? De remplacer l'islam balkanique, qui est un islam pluriséculaire, qui est un islam soufi, modéré, par un islam wahhabite. C'est dans 2 régions. Au Kosovo et Tochi, maintenant, quand on y va, on le voit très bien. Je donnerai après le chiffre à nos auditeurs, mais on voit très bien, petit à petit, les mosquées ottomanes d'origine, remplacées par des mosquées wahhabites, donc payées par l'Arabie Saoudite, mais aussi en Bosnie, de plus en plus de ces mosquées sont détruites pour être remplacées par des mosquées wahhabites. Donc là, c'est très géopolitique, ce n'est pas du tout une question de culturelle ou originelle, c'est-à-dire on a l'influence très forte du wahhabisme d'Arabie Saoudite. Oui, c'était juste pour le souligner, parce que on a tendance aujourd'hui à, si vous voulez, à disons qu'il y ait un rapport évident entre l'islam et l'islamisme, c'est certain. Que toutes les formes culturelles de l'islam soient pathologiques, je pense qu'on va un peu loin en besogne et qu'on oublie les pesanteurs culturelles qui ont enserré l'islam dans différentes... Il n'y a pas que les Balkans. L'islam du Caucase aussi est quand même très différent de l'islam du Golfe. Donc je pense qu'il faut raison garder là-dessus pour avoir un constat
un constat qu'on plaît bien. Cher Alexis, oui. je vous remercie. Là, nous avons bien vu dans quel guêpier nous allons être fourrés, et en espérant que cela ne se retourne pas contre nos amis, particulièrement contre nos amis serbes, car comme disait Victor Hugo devant la Serbie suppliciée par les Ottomans, quand cessera le martyre de cette héroïque petite nation? Voilà. Écoutez, Pierre, je vous remercie. Et non, il faut rester sur une note positive. Au contraire, les Balkans nous montrent que la seule voie est celle de la souveraineté nationale. C'est au moment où l'Union européenne essaye d'imposer, comme dans une sorte de laboratoire, une vision fédérale qui est maintenant dépassée, qu'il faut revenir à l'idée nationale. Et c'est que par cette voie-là que nous pourrons justement nouer une alliance avec la Serbie, une alliance qui était très forte auparavant, mais aussi avec la Croatie ou la Bosnie. Merci beaucoup, cher Alexis, et à très bientôt pour la présentation de votre prochain ouvrage. Merci bien, et merci au Cercle Aristote. Vous voulez vous tenir au courant de nos initiatives? Suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous à nos groupes.